Salut tout le monde, c'est Déborah. Il y a quelques mois de ça, on avait fait une vidéo pour parler des problèmes de trésorerie de Disney, et comme depuis l'état du monde et de l'industrie ne s'est pas amélioré d'un coup de baguette magique, on s'est dit qu'on allait continuer à regarder le monde brûler de notre canapé, et plus particulièrement le cinéma d'animation américain. Cette fois, on va donc se pencher sur le tiroir caisse de DreamWorks Animation, qui n'est pas non plus épargné par la crise que traverse Hollywood. Mais avant ça, Antoine a un message d'intérêt public à vous transmettre. Il y a toujours des gens pour râler et dire que le cinéma de genre en France, il est boudé ou pas très intéressant. Pourtant, il y a bien des gens pour se bouger le cul, et dans le domaine, j'ai de la sympathie pour Mathieu Turi, qui s'était amusé avec Méandre à du survival claustro franchement malin. C'est d'ailleurs dans la même veine que s'inscrit son nouveau film, Gueule Noire, dont on est partenaire et qui sort dans les salles françaises le 15 novembre. Ça se déroule en 1956 dans les mines du nord de la France, où une équipe menée par Samuel Le Bihan est obligée d'emmener un scientifique à 1000 mètres sous terre. Forcément, ça se passe mal, ils restent coincés et découvrent une étrange crypte avec en son sein quelque chose qu'ils vont réveiller. Le pitch est simple sur le papier, mais c'est justement ce qui fait sa force, puisque Mathieu Turi assume ses inspirations, à commencer par celle de Lovecraft. Et déjà, en bon Lovecraft Zouz que je suis, ça pouvait suffire à me convaincre. Sauf qu'on sait aussi depuis le temps qu'adapter le fameux romancier de l'Indicible est loin d'être chose aisée. D'où une belle surprise de voir son cinéaste s'en tirer avec les honneurs, grâce à une force visuelle très évocatrice, notamment dans des questions de design, mais je vous laisse la surprise, et grâce à une échelle cosmique qui devient vite vertigineuse. On pense à John Carpenter et à Stuart Gordon, eux-mêmes fanatiques de Lovecraft, y compris dans un amour revendiqué pour des effets spéciaux pratiques qui ont pas mal de charme. Gueule Noire a tout de la série B noble qui s'amuse avec son concept tout en l'exploitant à fond. Cet espace clos et sombre des mines est toujours renouvelé, et honnêtement le travail de la photographie est assez impressionnant au vu de ses contraintes et de ses faibles sources de lumière. Mais surtout, Gueule Noire n'essaie pas juste de singer le cinéma fantastique américain. Il s'approprie vraiment cet univers des mines françaises et choisit comme personnage central un jeune Marocain qui découvre ce monde cruel après avoir rêvé de se faire de l'argent en Europe. Ça réveille toute une histoire et tout un passif, notamment colonial, qui donne au film une identité intéressante. Et tout ça au milieu d'un film d'horreur là encore bien claustrophobique qui devrait vous faire moiter des mains comme The Descent en son temps. En bref, Gueule Noire, ça mérite vraiment d'être vu dans une salle obscure à partir du 15 novembre. Déjà, quand on parle de crise à Hollywood, on parle de quoi exactement? Eh ben de tout plein de choses entremêlées les unes aux autres. C'est les récents et nombreux flops de blockbusters américains, la fameuse guerre entre le cinéma et le streaming et l'éternelle prophétie de la mort des salles de cinéma. Il y a l'inflation aussi qui fait que vivre coûte 3 reins par jour et que les films sont de plus en plus chers à produire, sans oublier la grève historique des acteurs et scénaristes à Hollywood, en plus de cette impression de ras-le-bol général par rapport aux innombrables suites, reboots, remakes, legacy sequels et autres produits dérivés fabriqués à la chaîne. En fait, cette crise, c'est aussi et surtout un énorme effet boule de neige. On pourrait essayer de remonter la pente pour savoir exactement d'où est parti le premier flocon, mais la pandémie est un bon faux point de départ vu qu'elle a clairement accéléré ou aggravé tout un tas de mutations qui s'opéraient déjà dans l'industrie américaine. C'est aussi le cas de DreamWorks, qui se trimballait déjà un paquet de problèmes avant que le Covid les empire. Aussi loin qu'on remonte, DreamWorks a toujours connu des difficultés économiques. Dès le départ, donc en 98 avec Fourmise, ça a été compliqué financièrement et ça s'est arrangé ni avec le prince d'Égypte ni avec la route d'Eldorado. Puis le studio a par exemple sorti la tête de l'eau avec Chicken Run et surtout le premier Shrek avant de replonger en apnée à cause de Spirit et Sinbad. Quelques années après, en 2007, il y a aussi eu la rupture de contrat entre DreamWorks et Aardman après les échecs de Wallace et Gromit, le mystère de Lapin-Garou et Souris City, alors qu'ils devaient encore faire 2 autres films ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que Chicken Run 2 sortira en décembre sur Netflix et n'a plus aucun rapport avec DreamWorks. Plus grave encore, il y a aussi eu en 2015 une vague, ou plutôt une déferlante de licenciements après plusieurs autres échecs au box-office, notamment Turbo, Mr. Peabody et Sherman et les Pingouins de Madagascar. On parle quand même de 500 postes qui ont sauté, soit environ un quart des effectifs, et d'une panique générale à bord. On va tous mourir. Il y avait un plan d'urgence pour écoper le navire, notamment un ralentissement des productions avec une moyenne de 2 films par an contre 3 avant, et surtout des budgets réduits d'environ 20 millions de dollars par film. Tout ça s'est pas mis en place avant Abominable, puisque le développement ou la production de En route, Kung Fu Panda 3, Les Trolls Baby Boss et Dragon 3 étaient déjà lancés. Mais ensuite, on constate bien que les budgets ont effectivement tous dégringolé, comme on compte en banque à partir du 6. Par exemple, Baby Boss 2 a coûté un peu plus de 80 millions de dollars hors marketing, alors que le premier c'était dans les 125 millions. Les Trolls, c'était aussi 125 millions, et les Trolls 2, environ 90 millions. Pareil pour les Croods 2 et le Chapeauté 2, qui ont tous les deux coûté moins cher que leur premier volet. Mais passer à des budgets à 2 chiffres n'a pas aidé plus que ça, parce qu'en 2019, il y a eu beaucoup moins anecdotique et beaucoup plus chiant qu'Abominable.
mon arrivée à écran large, pour commencer, puis la pandémie qui a torpillé le planning des sorties nationales et les box-office de la plupart des sites que j'ai cités avant. Les Trolls 2 a eu une sortie simultanée en salle avec un parc limité et en VOD. Les Croods 2, lui, est sorti en salle aux États-Unis, du moins en salle encore ouverte, avant de passer en VOD un mois après seulement. Et la reprise, comme pour beaucoup, ça ressemblait plus à une gueule de bois avec une bonne vieille haleine de poney, puisque Spirit l'Indomptable est devenu le box-office mondial le plus faible de tout le catalogue DreamWorks avec ses 42 millions de dollars. Quant à Baby Boss 2, il est sorti simultanément en salle et sur Peacock TV, donc pas là où il y a une foule de clients potentiels. Donc évidemment, aucune de ces sorties n'a été la bouée de sauvetage attendue, mais davantage de trous dans la dite bouée. Mais en 2022, il y a eu l'espoir d'un début de mieux. D'abord en avril avec les Bad Guys, un film original qui a coûté environ 70 millions hors marketing et on a rapporté 92 millions à domicile et 250 millions en tout, ce qui était plutôt correct au vu du contexte à ce moment-là. Puis en décembre, il y a eu le Chapeauté 2 qui a poursuivi une sorte de renouveau créatif et artistique après les Bad Guys et a surtout bénéficié d'un bouche à oreille très positif qui lui a permis d'encaisser 480 millions de dollars au box-office mondial, dont 185 à domicile, tout ça pour un budget de 80 millions. Not bad, not bad. Même si c'était encore loin des chiffres du premier Chapeauté ou même des 3 suites de Shrek, c'était le plus gros score de DreamWorks depuis Dragon 3 en 2019. Mais c'était aussi déjà la preuve que DreamWorks compte encore sur ses anciennes licences pour survivre, puisque le studio n'en a pas créé de nouvelles suffisamment fortes et populaires pour équilibrer la balance, alors que c'est vital. Quand Sinbad et Spirit se sont viandés, Shrek 2 et ses presque 930 millions de dollars étaient là pour tenir les murs. Pareil en 2012 avec Madagascar 3 qui a amorti la chute des 5 légendes. Mais là, DreamWorks ne peut pas compter sur les Croods, Baby Boss ou les Trolls pour diluer les échecs vu qu'ils en sont eux-mêmes. D'où la violente descente d'organes de DreamWorks avec le récent naufrage de Ruby l'ado Kraken. Vu la promotion très tardive et discrète, il y a des chances pour que vous ayez même pas connaissance de l'existence de ce film, mais promis, je l'ai pas inventé. J'ai pas trouvé ça terrible, mais en vrai pour plus de détails, je vous renvoie à la critique que j'ai faite sur le site parce que personne l'a lu et que je cracherai clairement pas sur quelques clics en plus. Si au passage vous pouviez aimer la vidéo, ce serait vraiment super. Naturel. Ruby l'ado Kraken a donc coûté 70 millions de dollars et n'en a rapporté que 45. 45 au box-office mondial, parce qu'à domicile c'est juste 15 millions. Histoire de l'achever, c'est aussi le démarrage national le plus catastrophique de l'histoire de DreamWorks. Donc même si les flops sont courants chez DreamWorks depuis toujours, on peut se demander si avec Ruby l'ado Kraken, on ne tiendrait pas tout simplement le plus gros flop du studio. Si on compare juste les box-office mondiaux, ça reste Spirit l'Indomptable. Mais si on prend en considération le budget et les résultats à domicile, Spirit sort gagnant. Un gagnant bon pour l'abattoir, mais ça compte quand même. De la viande de cheval dans des plats picards, les clients de l'enseigne sont atterrés. Forcément, le studio a réagi en conséquence. Variety nous a appris début octobre via un porte-parole de DreamWorks qu'un nouveau plan de licenciement qui concerne cette fois 70 employés a été mis en place dans le cadre d'une réduction globale des coûts. Parce que oui, quitte à faire des films qui ne fonctionnent pas, autant qu'ils coûtent le moins cher possible. Il y a plein de franchises d'horreur qui continuent d'exister pour cette simple raison. Parmi les raisons invoquées, il y a l'augmentation naturelle, entre gros guillemets, des coûts de production, mais aussi les retombées économiques de la grève des scénaristes, sans plus de précision. Donc qu'est-ce que l'avenir peut bien réserver à DreamWorks? Peut-être que les Trolls 3 sera une bonne surprise, en tout cas côté business. Après, le premier n'était pas un succès fou non plus, en tout cas par rapport aux attentes de la compagnie qui misait dessus pour être la nouvelle grosse franchise bien juteuse. Le film sortira le 16 novembre aux États-Unis, mais il est d'ores et déjà disponible en salle en France, où il a déjà fait 1,2 million d'entrées après un peu plus de 3 semaines d'exploitation, ce qui est quand même une baisse d'un peu plus d'1 million d'entrées par rapport au premier volet. Sinon, après le Chapeauté 2, il y a Shrek 5 qui s'est lancé, donc qui arrivera après Shrek Il était une fin, histoire que la licence prenne le même chemin que Saw. Si ça se fait, le film sortira au minimum 14 ans après, ce qui prouve bien l'inertie dans laquelle est le studio. Surtout qu'il sera produit par Chris Meledandri, le fondateur et CEO d'Illumination Entertainment, vu que le groupe Comcast, via sa filiale NBC Universal, a racheté DreamWorks en 2016 pour 3,8 milliards de dollars. Il va aussi y avoir Kung Fu Panda 4, parce que si Toy Story l'a fait, pourquoi pas Kung Fu Panda, même si Kung Fu Panda 3 a les chiffres les plus faibles de toute la franchise. Mais bon, le fait de se réfugier dans les succès passés, on peut pas non plus l'imputer uniquement à DreamWorks. Disney et Pixar font exactement la même chose avec le développement de Toy Story 5, La Reine des Neiges 3, Vice Versa 2 ou Zootopie 2 après plusieurs échecs ou sorties tièdes dans le cas d'Élémentaire.
Il y a également La Nuit d'Orion, écrit par Charlie Kaufman, qui sortira sur Netflix en 2024, après avoir été animé en externe par le studio français Micros Animation, pour un budget qui n'a pas encore été communiqué, mais qui devrait pas dépasser les 40 millions de dollars. Il y aura de toute façon un ralentissement global des activités au campus de Glendale, donc leur établissement en interne, pour faire appel plus fréquemment à des studios extérieurs, toujours dans le but de baisser les factures. Ce sera pas une première pour DreamWorks, ce sera dans la continuité du travail de Micros déjà sur le film Captain Super Sleep et dans la continuité de Jellyfish Pictures qui avait travaillé sur Spirit l'Indomptable et Baby Boss 2, qui eux aussi ont coûté dans les 30 millions de dollars. L'animation des prochains films sera donc gérée par Sony Pictures Imageworks, qui devrait être entièrement autonome sur les séquences qu'ils auront à animer, ce qui pose encore des questions sur l'indépendance et surtout l'identité de DreamWorks, qui se dilue de plus en plus. Plus inquiétant et cynique encore, lors d'une récente table ronde à Singapour, Jeffrey Katzenberg a prédit qu'avec l'intelligence artificielle, d'ici 3 ans, il faudra selon lui 90% de temps et de main-d'œuvre en moins pour faire un film d'animation comme un Disney ou un DreamWorks. Mais il n'avait pas tellement l'air de prophétiser ça comme quelque chose d'inquiétant ou de menaçant, mais plus comme une évolution naturelle, comme une façon de faciliter ce qui serait apparemment inaccessible à la plupart des artistes connus aujourd'hui. Il a carrément dit, je cite, « Je considère l'intelligence artificielle comme un outil créatif, comme un nouveau pinceau ou une nouvelle caméra qui offre de nombreuses possibilités. » Après, rappelons quand même que Jeffrey Katzenberg a beau avoir du poids dans l'industrie, c'est pas un devin ou un prophète, parce que c'est quand même le fondateur de ce carnage de Quibi, mais pour ça je vous laisse plonger dans la super vidéo de Mathieu qui parle de ça. Sinon, vu qu'on est dans les mauvaises nouvelles, DreamWorks travaille toujours sur un remake en live action de Dragon. Une partie du casting a d'ailleurs été annoncée fin mai, ça devrait sortir en 2025, et si ça franchement c'est pas un appel à l'aide, j'y comprends plus rien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, mais avant, comme vous le savez peut-être déjà, Écran Large, en plus de cette chaîne YouTube, c'est aussi et surtout un site internet qui a besoin de soutien, donc d'argent et de mots doux. Pour les mots doux, c'est dans les commentaires, et pour l'argent, ça se passe aussi principalement sur le site, via un abonnement qu'on propose et qui permet, en échange de quelques euros, d'accéder à des dossiers exclusifs. Là, dernièrement, on a reparlé de Bad Taste. On s'est demandé si Miyazaki avait déjà fait un seul mauvais film, et Geoffrey a expliqué pourquoi la fin de Six Feet Under est la meilleure fin de série de tous les temps, parce que oui, il aime plein de trucs en vrai. En tout cas, merci d'être resté jusque-là, et à très bientôt.